Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine, première actu politique de 2025. Donc je vous souhaite tout d'abord une très belle et heureuse année 2025. Cette semaine, je vais revenir sur 4 points principaux. D'abord, ce qui s'est passé pendant les fêtes de fin d'année, la nomination de ce nouveau gouvernement avec un certain nombre de personnes qu'on déteste. Je les ai qualifiés de gouvernement de zombies parce que je me dis c'est vraiment les revenants. Je vais vous en parler dans un premier temps. Deuxième temps, je vous parlerai des leçons politiques de la mort de Jean-Marie Le Pen parce que il s'est produit quelque chose de très intéressant, je trouve, dans notre pays qui mérite d'être signalé et que je veux porter à votre attention. Ensuite, troisième point, je vous parlerai de Charlie Hebdo, en tout cas des attentats de Charlie Hebdo, et 10 ans après, des leçons qu'on peut tirer de ces attentats. Enfin, quatrième et dernier point, je vous parlerai de Bruno Retailleau qui veut interdire le voile à l'université et dans les sorties scolaires. Je vous parlerai de tout ça, mais avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour ceux qui découvriraient cette émission. Tous les samedis à 9h30, je vous fais le point sur ce qui m'a intéressé dans l'actu politique de la semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les vidéos. Mon premier sujet donc, c'est ce nouveau gouvernement qui a été nommé par François Bayrou pendant la pause de Noël. Alors, ce gouvernement, il comporte un certain nombre de personnes que nous détestons, littéralement, je ne vois pas d'autre manière de les qualifier. Il y a monsieur Manuel Valls qui était parti en Espagne, mais le voilà revenu, celui qui n'a cessé de trahir les valeurs de la gauche, qui tient des propos qui sont souvent à la limite du racisme, qui tient des propos xénophobes sur l'immigration, bref, qui d'une manière générale est quelqu'un qui, pourtant venant de la gauche, est devenu une personne qui, par exemple en Espagne, est allé manifester avec Vox, un parti d'extrême droite. Donc ce monsieur, il est détesté et c'est vraiment, je pense, le symbole de cette détestation à l'intérieur du gouvernement. Il y a aussi des gens comme Aurore Berger qui s'est rendu coupable de parjure devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elle a menti devant une commission d'enquête, ce qui est répréhensible pénalement, hein, c'est interdit légalement de faire ça. On a ensuite, et alors ça c'est sans doute aussi un des symboles de ce gouvernement, du mépris de François Bayrou en nommant des gens comme ça. Il y a Madame Elisabeth Borne, qui est donc la principale responsable de la réforme de la retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron. Et puis il y a toujours Monsieur Retailleau, qui est toujours ministre de l'Intérieur, mais alors cette fois-ci, il y a son meilleur ami, Gérald Darmanin, qui lui est ministre de la Justice. On a donc l'équivalent d'un ministre de l'Intérieur au ministère de la Justice. Il ne faut pas oublier que Gérald Darmanin, c'est quelqu'un qui avait manifesté avec Alliance Police, il me semble que c'était en 2019 ou en 2021, je ne me souviens plus exactement la date. En tout cas, il avait manifesté avec le syndicat policier Alliance devant l'Assemblée nationale pour dire le problème de la police, c'est la justice. Voilà qui est ministre de la Justice aujourd'hui, quelqu'un qui considère que la justice est un problème pour la police. Bref, ce gouvernement n'a aucune raison de tenir debout. Et pour ce qui concerne la France insoumise, nous allons déposer une motion de censure dès que François Bayrou aura fait son discours de politique générale. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre qu'avec un gouvernement comme celui-ci, il est impossible d'avoir un changement de politique. Il est impossible qu'on ait à la fin une politique de gauche avec un gouvernement qui est à l'opposé de ce qu'est la gauche. Donc je ne comprends pas bien, je dois vous l'avouer, la stratégie de nos comparses du nouveau Front populaire. Je ne comprends pas bien pourquoi un certain nombre de personnes, et notamment les socialistes, vont discuter, essayer d'obtenir des choses de la part du gouvernement de François Bayrou. Je vous prends un exemple très concret, mais comment espérer obtenir quelque chose sur la retraite, par exemple, avec un gouvernement qui comporte Elisabeth Borne? Je veux dire, si jamais François Bayrou s'engageait sur des choses qui reviendraient en arrière sur la réforme de Borne, sur la question de la réforme des retraites, ça voudrait dire que Elisabeth Borne est contrainte de quitter le gouvernement. Elle ne peut pas participer à un gouvernement qui vient contredire ce qu'elle a fait dans le passé. Ça n'a pas de sens sur le plan politique. Donc il est évident que ce gouvernement ne va rien céder sur la question des retraites. Il est aussi évident que ce gouvernement ne va rien céder sur la question budgétaire. Et les mêmes causes vont produire nécessairement les mêmes effets. Si ce gouvernement ne veut pas augmenter les impôts sur les plus riches, si ce gouvernement ne veut pas augmenter les salaires, si ce gouvernement ne veut pas mener la politique inverse de celle qu'il a menée dans le passé, il arrivera donc à la fin de son budget
avec la nécessité de déposer un 49.3 et les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce gouvernement sera censuré par l'Assemblée nationale pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit à la censure de Michel Barnier. Il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour deviner l'avenir. Je veux dire, ça n'est pas très très compliqué. Donc, ceux qui en ce moment vont essayer de négocier des choses avec ce gouvernement au prétexte que peut-être on pourrait essayer d'obtenir des petits éléments. Mais ça n'est pas vrai, c'est un mensonge. Sans doute le savent-ils eux-mêmes, ou s'ils ne le savent pas et s'ils ne l'ont pas compris, c'est que vraiment il y a une forme de naïveté qui est incompréhensible. Donc ceux qui font ça, ils ne créent pas de la stabilité, contrairement à ce qu'ils disent, ils créent de l'instabilité. Parce qu'on repousse à dans 2 mois ce qui devrait se produire aujourd'hui, une censure de ce gouvernement, un nouveau gouvernement, si possible, du nouveau Front populaire, ça c'est si Emmanuel Macron revenait à la raison, mais surtout une nouvelle solution démocratique avec le départ d'Emmanuel Macron. Je veux dire, maintenant tout le monde, je pense, a compris que le point de blocage démocratique principal était à l'Élysée et que c'était Emmanuel Macron qui en était le responsable. J'ai vu d'ailleurs que la cote de confiance d'Emmanuel Macron avait atteint son plus bas historique. Il y a 18% de gens qui font encore confiance à Emmanuel Macron, c'est vraiment le niveau minimal. Il va finir comme François Hollande, détesté de tout le monde et incapable d'avoir une suite politique. Et puis on a mis du temps à s'en relever de François Hollande. Donc vous voyez que la situation politique, finalement, elle est aujourd'hui comme elle était en juillet, après les élections législatives. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je veux dire, il n'y a pas eu d'évolution dans le comportement d'Emmanuel Macron. Il n'a pas décidé de nommer Lucie Castet Première ministre. Donc on est dans la même situation politique. Et le principal problème posé, c'est Emmanuel Macron. Et c'est donc vers son départ qu'il faut aller. Moi, j'espère, en tout cas, que les socialistes, les communistes et les écologistes reviendront, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, j'aime bien la formule, à la raison et à la maison, et qu'ils voteront la censure le 16 janvier lorsque nous déposerons notre motion de censure. On verra bien, ça c'est la semaine prochaine que ça va se passer, mais en attendant, moi c'est ce que j'espère, qu'ils se rendent compte que ça n'est pas possible d'obtenir des choses de ce gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là, et j'enchaîne tout de suite sur mon deuxième sujet, qui est le décès de Jean-Marie Le Pen. Alors pourquoi je veux revenir sur cet élément-là? Parce que c'est un événement politique, et c'est comme ça qu'il faut le lire. Le décès de Jean-Marie Le Pen a mené un certain nombre de personnes à faire des commentaires. Je commence d'abord par M. Bardella, qui a dit la chose suivante. Il a dit que Jean-Marie Le Pen s'était engagé sous l'uniforme de l'armée française en Indochine et en Algérie, qu'il était tribun du peuple à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, et il dit « Il a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté ». Donc Jordan Bardella rend hommage à Jean-Marie Le Pen. Par ailleurs, il parle de l'Algérie, il oublie de dire que Jean-Marie Le Pen s'est rendu coupable de torture en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, et qu'il a oublié là-bas un couteau des jeunesses hitlériennes. Donc c'est, on va dire, une forme d'oubli qu'il y a eu chez Jordan Bardella. Il n'y a sans doute pas pensé, mais il a donc décidé de lui rendre un hommage. Mais je veux vous lire en détail le communiqué qu'a fait le Rassemblement national, parti de Jordan Bardella et parti de Marine Le Pen. Parce que ce communiqué du Rassemblement national, il nous dit beaucoup de choses de ce que ce parti pense de Jean-Marie Le Pen. Or, souvenez-vous, on nous a dit que le Rassemblement national avait changé parce qu'il avait mis à distance Jean-Marie Le Pen et que Marine Le Pen, c'était différent de Jean-Marie Le Pen, que ça n'était pas la même personne, que ça n'était pas la même politique et que donc le Rassemblement national devenait un parti fréquentable parce qu'il aurait mis à distance son fondateur Jean-Marie Le Pen, qui avait d'ailleurs fondé son parti avec des Waffen-SS et des collabos, mais donc cette mise à distance de Jean-Marie Le Pen permettrait qu'on considère le Rassemblement national comme faisant partie d'un prétendu arc républicain. Je vous lis donc le communiqué du Rassemblement national. Enfin, je vous lis des extraits du communiqué. Je ne vais pas vous faire toute la soupe, mais je vous lis quelques extraits. Alors, voici comment est qualifié Jean-Marie Le Pen. Il est resté toute sa vie un enfant du peuple, ce peuple français oublié et parfois méprisé, dont il fut, avec une éloquence reconnue et une culture immense, le tribun. Voilà, ça c'est un paragraphe. Ils disent ensuite que c'était un combattant d'Indochine et d'Algérie qui défendit de toute son âme et au risque de sa vie l'idée de la grandeur française. Donc la colonisation, c'est la grandeur française du point de vue du Rassemblement national. Un parlementaire, alors là, il y a un petit bémol. Certes, indocile et parfois turbulent. Ils ne mettent pas antisémite et raciste. Ils mettent indocile et parfois turbulent, mais toujours respectueux des institutions républicaines. Quoi qu'il ait dit par ailleurs un certain nombre de choses contre les institutions républicaines. Je vais vous donner un exemple qui a été donné par
Leïla Chabi sur son compte Instagram. Moi, elle a fait la liste de tout ce qu'avait dit Jean-Marie Le Pen. Il avait par exemple dit « La déclaration des droits de l'homme marque le début de la décadence de la France ». Et puis il avait aussi déclaré « Je comprends tout à fait qu'on mette en cause la démocratie, qu'on la combatte ». Voilà, ça c'est à quel point il a été au service des institutions républicaine. Ensuite, ça continue. Fondateur du Front National en 1972, il avait hissé dans l'adversité et l'opprobre ce petit parti patriote sans moyens ni avenir au rang des formations politiques qui comptent. Voilà, donc il remercie Jean-Marie Le Pen d'avoir fondé le Rassemblement National et je vous l'ai dit, ils oublient de vous dire qu'il avait fondé ce parti avec des Waffen-SS et des collabos. Alors ensuite, ça continue. Il s'est avéré être un visionnaire imposant dans le débat public les grands sujets qui structurent aujourd'hui la vie politique, comme la démographie et son corollaire, l'immigration. Alors donc, il n'y a pas de mise en cause des propos de Jean-Marie Le Pen sur l'immigration. Non, non, il trouve que c'est très bien. Il restera celui qui, dans les tempêtes, tint entre ses mains la petite flamme vacillante de la nation française. Voilà comment est qualifié Jean-Marie Le Pen. Ensuite, ils disent qu'il est courageux, qu'il est talentueux, qu'il a servi sa patrie, que c'est un combattant intrépide et indomptable au service d'une vision fière et conquérante de la France. Voilà comment le Rassemblement national qualifie Jean-Marie Le Pen, avec rien du tout sur ce qu'était réellement Jean-Marie Le Pen. Alors, je vais vous dire 2-3 trucs qu'a dit Jean-Marie Le Pen, et donc 2-3 trucs auxquels le Rassemblement national rend hommage par ce communiqué. Voici ce que disait Jean-Marie Le Pen. Oui, je crois à l'inégalité entre des races. Ça, c'est du Jean-Marie Le Pen. Il avait dit aussi, et il détaille, il dit « Les Noirs courent vite, les Blancs sont intelligents, les Juifs sont riches, les Chinois travailleurs ». Voilà, il essentialise les gens en fonction, alors là, c'est un mélange, en fonction de la religion ou de la couleur de peau, ça dépend, mais il les essentialise à des qualités ou des défauts qui seraient les uns pour les autres. Et puis Jean-Marie Le Pen, c'est surtout un négationniste, quelqu'un qui met en cause l'histoire de la Shoah dans la Seconde Guerre mondiale. Il avait notamment déclaré « Les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire ». C'est quelqu'un qui avait dit l'occupation allemande en France n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y a eu des bavures. Hein. Bah oui, c'est des bavures aux yeux de Jean-Marie Le Pen. Par exemple, Oradour-sur-Glane, le massacre d'Oradour-sur-Glane, pour Jean-Marie Le Pen, c'est une bavure, mais c'est normal, il y a des bavures. Il dit, dans un pays de 550 000 km², il peut y avoir des bavures. Bah voyons, monsieur Jean-Marie Le Pen, c'est ça le genre de choses qu'il disait. Il a dit aussi, le général de Gaulle était-il plus courageux que ne l'était le maréchal en zone occupée? Ce n'est pas sûr, et il n'a jamais, lui, considéré le maréchal Pétain, pardon, Philippe Pétain, parce qu'il n'est plus maréchal Pétain. Il a été condamné à l'indignité nationale précisément pour collaboration. Donc on ne peut pas le considérer comme un maréchal puisqu'il a perdu ses titres du fait de sa collaboration. Ensuite, Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un qui a déclaré des choses comme « C'est la mode musulmane, ça, d'être poilu de la gueule ». Il a déclaré « Un homme qui ne boit pas de vin n'est pas tout à fait respectable selon moi ». Donc ça, c'était une manière de mettre en cause ceux qui ne boivent pas d'alcool. Et puis enfin, il a eu un certain nombre de propos antisémites. Il avait parlé de Fournet à propos de Patrick Bruel. Il a dit des choses aussi qui vont dans le sens d'une violence contre les homosexuels. Il avait dit l'homosexualité s'apparente à la pédophilie. C'est quelqu'un qui avait dit, qui a tenu des propos machistes en disant que l'autorité la plus qualifiée dans un ménage, c'est celle de l'homme. Et puis enfin, il avait déclaré que le sidaïque est une espèce de lépreux. Voilà qui était Jean-Marie Le Pen, une personne à laquelle il n'y a aucune raison de rendre hommage. Aucune raison de rendre hommage à quelqu'un qui a tenu ce genre de propos. Donc, toutes celles et tous ceux qui pensent que le Rassemblement national a changé, qui se sont laissés berner par la propagande médiatique sur le sujet, par les atermoiements de Marine Le Pen vis-à-vis de ce que disait son père, mais qui ne sont plus des atermoiements pour des gens comme Jordan Bardella, justement, et qui ne sont pas des atermoiements quand on lit le communiqué du Rassemblement national. Tous les gens qui sont tombés dans ce panneau-là, vraiment, je vous invite à vous ressaisir, mais à vous ressaisir très très vite. Parce que là, il n'est plus possible d'avoir un doute sur le fait que, le Rassemblement national n'a pas changé, mais en même temps, si vous aviez lu le programme du Rassemblement national, c'était pas très très difficile de s'en rendre compte. Ce parti propose la suppression du droit du sol. L'idée même de la République, elle est fondée sur le fait qu'on n'est pas une nation ethnique, c'est-à-dire pas une nation qui passerait par le sang, mais qu'on est une nation politique, que nous sommes un peuple de citoyens qui précisément sont définis comme tels dans leur capacité à faire la loi
en votant, et puis dans notre obligation de tous respecter la loi, parce que c'est la théorie républicaine en tout cas, puisque nous sommes égaux dans notre capacité à faire la loi, nous sommes égaux dans notre devoir de la respecter. C'est ça le sens de la République. Quand on définit l'égalité républicaine, c'est cela dont on parle, égalité dans notre capacité à faire la loi, égalité dans notre devoir de la respecter. Eh bien ça n'est pas possible du point de vue des gens comme Jean-Marie Le Pen et donc du Rassemblement national qui lui rend hommage. Et la mort de Jean-Marie Le Pen a d'une certaine manière un petit peu bouleversé l'agenda médiatique qui, sur normalement les 3 jours, parce que ça a été pendant 3 jours ces attentats, ça a été le 7 janvier, le 8 janvier, donc 8 janvier c'est Montrouge, le 7 janvier c'est Charlie Hebdo, et puis le 9 janvier avec l'attentat de l'Hyper Cacher. Normalement, sur ces 3 jours-là, on aurait dû essentiellement parler de cette date tristement anniversaire des 10 ans de ces attentats. Et au final, il y a eu une forme de changement de l'actualité médiatique pour parler de la mort de Jean-Marie Le Pen. Par ailleurs, je trouve ça très dommage parce que je pense que c'était plus intéressant de parler de ce qui s'était passé à ce moment-là. Et c'est un moment de deuil et normalement de mémoire qui ne devrait pas être bouleversé, surtout par une personne comme Jean-Marie Le Pen qui, au moment des attentats de Charlie Hebdo, avait dit que la marche qui avait eu lieu était en gros organisée par des gens qui détestaient. Donc il n'avait pas été très solidaire vis-à-vis de Charlie Hebdo, mais en même temps, il faut être honnête, Charlie Hebdo lui rendait bien. Charlie Hebdo était un journal qui était à ce moment-là, à cette époque-là, foncièrement anti-Le Pen, foncièrement anti-extrême droite. Et justement, c'est quelque chose qui a évolué au cours des dernières années. Il y a 10 ans, un journal comme Charlie Hebdo, jamais il n'aurait mis sur le même plan Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, comme l'a fait par exemple très récemment un dessinateur comme Plantu. Un journal comme Charlie Hebdo, il y a 10 ans, c'était un journal qui était foncièrement engagé contre l'extrême droite. Et aujourd'hui, petit à petit, je ne dis pas que ça a changé, parce que c'est toujours un journal qui reste opposé à l'extrême droite, mais c'est un journal qui petit à petit s'est mis à faire un parallèle entre la France insoumise et le Rassemblement national, comme d'ailleurs un certain nombre de personnes dans la société. Mais est-ce que c'est la France insoumise qui a changé? Je viens de vous faire la démonstration que le Rassemblement national, en rendant hommage à Jean-Marie Le Pen, n'avait finalement pas changé au cours des 10 dernières années. Alors, ce que certains se disent, ce que certains disent et répètent, c'est que la France insoumise, elle aurait changé et que donc ça justifierait le fait qu'il y aurait un parallèle qui soit fait entre Rassemblement national et France insoumise. Mais nous, si vous regardez les propos de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, à l'époque, il n'y a rien qui a changé dans nos propos. Je vais vous dire ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, c'était le jour même de l'attentat de Charlie Hebdo. Il avait dit « Il s'agit de faire la démonstration que nous sommes capables de nous serrer les coudes, de faire peuple ensemble et que rien ne nous divisera. La République est une et indivisible, pas seulement par ses frontières, mais par son peuple. Il faut être, si vous me permettez l'expression, davantage dans l'amour que dans la haine. » Le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, Jean-Luc Mélenchon, il a perdu des gens qui étaient très proches de lui. Charb, par exemple, c'était un compagnon de route très proche de Jean-Luc Mélenchon. Ce jour-là, il perd des proches. Donc, quand vous avez des proches qui se font tuer par un terroriste, vous avez une forme de colère et de haine par la force des choses, qui fait que vous pouvez perdre vos moyens intellectuels au profit d'une forme de passion colérique et triste vis-à-vis de ce qui vient de se produire. Ça fait partie de la normalité, on est des êtres humains, hein, tous, autant qu'on est, on est tous des êtres humains, on est traversés par des sentiments. Eh bien, lui, il dit ça. Il dit il ne faut pas entrer dans une logique de haine, il faut rester dans une logique d'amour vis-à-vis de l'ensemble de nos compatriotes et faire peuple tous ensemble. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit après les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hyper Cacher. Il y avait eu une très grande manifestation qui était une manifestation très populaire où avaient participé, je crois que c'est les manifestations records de l'histoire politique moderne de la France. Et c'était justement ça, le symbole de cette marche. C'était ça ce que ça montrait. Ça montrait une forme d'unité républicaine autour des valeurs qui étaient portées par Charlie Hebdo et qui étaient notamment des valeurs de lutte contre ceux qui veulent diviser la société française sur la base de la religion, de la couleur de peau, comme le faisait Jean-Marie Le Pen. Je veux vous citer aussi les propos de Jean-Luc Mélenchon dans une émission qui s'était appelée « On est solidaire », qui était le 14 novembre 2015. On était vraiment au lendemain de l'attentat du Bataclan. Et je pense que pour chacun d'entre nous qui ont vécu ces attentats, qui ont mon âge ou qui sont plus âgés ou qui sont peut-être un petit peu moins âgés, mais qui se souviennent de cette période-là, on était tous extrêmement choqués. Il y avait quelque chose de très dur
au moment où ça s'était produit, y compris beaucoup de peur vis-à-vis de ce qui s'était produit, et une forme de brutalité qui s'emparait, je crois, pour beaucoup d'entre nous, de nos cœurs. Et Jean-Luc Mélenchon avait dit ça. Il avait dit la haine qu'il s'agit de combattre, c'est celle que ces agresseurs veulent incruster en nous. Nous avons un devoir de lucidité, ce sont nos ennemis, il faut donc les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Ce qu'ils veulent, c'est parvenir à faire peur au point que nous perdions tout contrôle de nous-mêmes, que nous nous jetions les uns sur les autres. Ils veulent nous diviser, ils veulent obtenir un clivage entre les musulmans et le reste de la société. Ils veulent importer leur vision du monde manichéenne et sectaire, et il faut le dire avec force, l'islam n'a rien à voir avec ça. Les croyants en France, pas un ne ferait de mal à une mouche, sinon une poignée d'énergumènes que nous trouvons dans toutes les religions. Et notre premier devoir est un devoir d'amour pour nos compatriotes, tous. Ces mots de Jean-Luc Mélenchon sont de 2015. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes nous reprochent d'être devenus, selon eux, je vais citer les mots, des islamo-gauchistes. C'est les mots qu'ils utilisent pour dire que, comme nous défendons le droit de nos compatriotes musulmans à exercer librement leur religion, eh bien nous serions devenus finalement des complices des terroristes islamistes. C'est ça l'idée globalement qui est derrière ça. Or, précisément, ce qu'essayent de faire les terroristes comme l'extrême droite, c'est de mettre nos compatriotes musulmans sur le même plan que le comportement qu'ont les terroristes qui se revendiquent de cette religion. Or, précisément, l'objectif des terroristes est de faire en sorte que l'ensemble de la société française considère les musulmans comme des agents exogènes, comme des gens qui ne feraient pas partie du peuple français. Et précisément notre devoir de républicains et de citoyens de la République française, c'est de dire que la religion n'est pas une question dans notre pays, que ce que nous regardons comme citoyens de la République française, c'est ce que les gens font de positif ou de négatif, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quel que soit leur genre, quelle que soit leur orientation sexuelle. C'est ça, être républicain, et je me retrouve à 100% dans les propos de Jean-Luc Mélenchon de 2015. Donc, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que c'est la France insoumise? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Ou bien est-ce que c'est la société qui porte un nouveau regard sur ce que nous disions alors? Et, pour le dire autrement, est-ce que ce ne serait pas la société qui finalement aurait petit à petit cédé aux idées de Marine Le Pen et surtout de Jean-Marie Le Pen, dont on a vu qu'il était aujourd'hui possible de lui rendre hommage sans que finalement cela ne choque grand monde dans la sphère médiatique, alors même que ce sont les mêmes qui nous ont dit que le Rassemblement national avait changé puisqu'il s'était mis à distance de Jean-Marie Le Pen. Vous voyez, pour moi, j'ai une forme de cohérence idéologique et intellectuelle. Moi, dans les 10 dernières années, j'ai approfondi ma culture républicaine, j'ai approfondi ma réflexion sur ce sujet-là, mais je n'ai pas changé d'avis. En revanche, un certain nombre de personnes qui nous font la leçon sur un certain nombre de sujets, la République, la laïcité, etc., tous ces gens-là, eux, ont beaucoup changé. Et je veux vous lire l'extrait, cette fois-ci non pas de Jean-Luc Mélenchon ou de la France Insoumise ou de je ne sais quoi, c'est un extrait du rapport de la CNCDH, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est une instance indépendante de l'État et qui fait chaque année un rapport sur la question du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, qui est d'ailleurs la commission qui a montré qu'il y avait eu une augmentation des actes antisémites au cours de l'année dernière, ce qui est un fléau qu'il faut combattre, parce que précisément, cette division du peuple sur la base de la religion, c'est ce que nous devons toujours combattre comme républicains. Mais voici ce que dit la CNCDH à propos du lien entre la laïcité et le sentiment anti-islam. Voici ce qu'elle dit. Le sentiment écoutez bien, parce que c'est une phrase qui est un petit peu compliquée, mais il faut bien écouter pour bien comprendre ce que ça dit. Le sentiment anti-islam est très corrélé aux autres registres d'intolérance. Donc quand vous détestez l'islam, vous êtes généralement intolérant sur d'autres choses. Les résultats, baromètre après baromètre, nuancent la thèse d'un rejet de l'islam au nom des valeurs républicaines de tolérance que cette religion menacerait. Les personnes hostiles à l'islam sont statistiquement plutôt moins attachées au principe de laïcité, moins enclines à défendre les droits des femmes et plus portées à condamner l'homosexualité. Cela se base sur des analyses précises. Vous avez ensuite un petit graphique, on vous mettra peut-être ça dans la vidéo, mais vous avez un petit graphique qui compare les gens qui se disent
islamophobes, enfin en tout cas qui dévoilent des éléments islamophobes dans leurs propos vis-à-vis d'autres items qui leur sont proposés. Donc vous voyez, c'est une seule et même chose que de détester la religion musulmane et d'avoir un problème avec la laïcité, d'avoir un problème avec les droits des femmes, d'avoir un problème avec les droits des homosexuels. En réalité, c'est une seule et même chose d'être intolérant d'une manière générale vis-à-vis du comportement d'autres personnes qui ne correspondent pas à votre propre comportement à vous. Et ça n'est pas la France insoumise qui le dit, c'est la CNCDH qui est une instance indépendante. Et ça n'est pas la France insoumise qui le dit, c'est la logique de toute façon, in fine, toujours de l'extrême droite, que d'essayer de trouver des éléments qui vont permettre de diviser plutôt que de rassembler. Je trouvais particulièrement important de revenir sur tout ceci, compte tenu du fait que Bruno Retailleau a fait des nouvelles déclarations contre les femmes voilées dans notre pays. Il a dit qu'il voulait interdire le voile à l'université et qu'il voulait interdire les accompagnatrices lors de sorties scolaires de porter le voile. Et donc, encore une fois, Bruno Retailleau vient cibler nos compatriotes musulmanes, mais attention, pas toutes nos compatriotes musulmanes qui portent le voile, pour essayer de dire que finalement, il y aurait un problème posé à la laïcité vis-à-vis de cette question du port du voile. Alors là, c'est le moment peut-être de redire ce qu'est la laïcité. La laïcité n'est pas un athéisme d'État. La laïcité n'est pas quelque chose qui dit qu'il devrait y avoir une forme officielle de comportement ou de tenue vestimentaire, par exemple, qui correspondrait à une espèce de moyenne dans la société française. Ça n'est pas ça, la laïcité. C'est l'indifférence à l'égard des religions. Ce que dit la loi de 1905, c'est que l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. L'État ne reconnaît aucun culte, ça veut dire qu'il a une incapacité physique, presque, à reconnaître ce qu'est un culte. Il n'est pas capable de dire normalement, l'État, qu'il y a une différence entre porter une kippa, porter un voile, porter une croix, puisque comme il ne reconnaît aucun culte, il n'est pas capable de reconnaître un culte, eh bien, vu qu'il n'en reconnaît aucun, il n'est pas capable de dire qu'il y aurait une différence entre tel ou tel culte. Et précisément à partir du moment où vous faites une différence entre un culte ou un autre, eh bien, c'est là que vous entrez dans une logique qui est une logique profondément raciste, anti-religieuse, avec une religion spécifiquement visée, et systématiquement, désormais, c'est l'islam. Ça, c'est ce qu'il y a aussi dans le programme de Marine Le Pen sur la laïcité. Marine Le Pen, dans son programme, elle dit qu'elle veut interdire le voile dans l'espace public. Et on pourra peut-être rappeler un tweet de M. Retailleau de 2012 qui disait à l'époque que interdire le voile dans l'espace public, c'était une mauvaise vision de la laïcité. Il a beaucoup changé, M. Retailleau, parce que lui aussi, il s'est petit à petit laissé entraîner dans la pente anti-républicaine qui a été, disons, impulsée par Jean-Marie Le Pen, auquel un certain nombre de personnes ont décidé de rendre hommage. Mais vous voyez, encore une fois, pourquoi font-ils cela? Pourquoi vont-ils encore une fois cibler nos compatriotes musulmans? Parce qu'à la fin des fins, si vous dites à une femme musulmane qui porte le voile qu'elle ne peut pas aller à l'université, par exemple, si vous dites ça, ça veut dire que vous mettez cette personne dans la responsabilité individuelle de choisir entre sa volonté de faire des études et sa volonté de respecter les principes de sa religion tels qu'elle les comprend et tels qu'elle les entend pour sa part. C'est-à-dire que vous demandez à une femme de se dévoiler pour continuer ses études ou bien de rester voilée et de les arrêter. Autrement dit, si je reviens sur, disons, d'autres forces politiques qui font ça, si jamais vous demandez à une femme d'arrêter ses études si elle veut conserver son voile sur la tête, eh bien vous n'êtes pas très différent finalement de ceux que nous critiquons, par exemple en Afghanistan, les talibans. Parce qu'en décembre 2022, il y avait eu un communiqué du gouvernement qui disait que nous condamnions le fait que les talibans empêchent les femmes d'aller étudier à l'université. Et moi, je suis totalement d'accord avec le communiqué du gouvernement. C'est pas souvent que je suis d'accord avec le gouvernement, mais là, je suis totalement d'accord. Je considère que c'est anormal de empêcher des gens de faire des études, et particulièrement en raison de leur genre. Mais donc, du coup, si vous demandez à des femmes en France de se dévoiler et continuer leurs études, ou bien de rester voilées et de les arrêter, ça veut dire que vous faites vous-même une police du vêtement. Ça veut dire que vous-même, vous mettez en place des décisions étatiques qui obligent les femmes à s'habiller d'une certaine manière plutôt que d'une autre manière pour pouvoir avoir un certain nombre de comportements
et notamment celui de faire des études. Pardon, mais c'est un comportement qui est totalement à l'opposé de la laïcité, ça. C'est l'exact inverse. Normalement, vous laissez les gens faire leur religion librement, puisque précisément, vous êtes dans la capacité de savoir que le fait de porter un voile, c'est avoir une religion. Donc, cette manière systématiquement d'aller cibler des ennemis de l'intérieur, parce qu'il faut appeler un chat, c'est ça ce que fait ce gouvernement. Cette manière d'aller cibler des ennemis de l'intérieur, c'est une manière de diviser le peuple pour empêcher de parler d'autres sujets qui sont les sujets importants, qui exigeraient précisément qu'il y ait une unité du peuple français. La question du partage de la richesse, la question de la démocratie, la question du changement climatique, bref, les grands sujets qui sont des sujets d'intérêt général dans le moment dans lequel nous sommes. Et puis, particulièrement dans un monde dans lequel vous avez d'un côté Trump qui est en train de vouloir envahir le Canada, qui est en train de vouloir envahir le Panama, qui dit qu'il veut changer le nom du golfe du Mexique pour que ça devienne le golfe de l'Amérique, qui dit qu'il va envahir le Groenland, qui dit que si jamais les otages ne sont pas libérés à Gaza, eh bien, il va faire pleuvoir l'enfer sur le Moyen-Orient. Enfin bon, on a d'un côté Donald Trump qui dit tout ça, et une forme je sais pas, nous on nous occupe avec le voile. Encore une fois, ils ont trouvé une manière d'essayer de nous occuper avec un sujet qui, au final, n'en est pas un, parce que je n'ai pas eu vent du fait, jusqu'à présent, qu'il y ait eu un problème avec les femmes voilées qui étudient à l'Université de la République française. Il n'y a pas eu de cas, je ne crois pas qu'il y ait eu des cas où on nous a dit qu'il y aurait eu un problème, que quelqu'un s'en serait plaint ou je ne sais quoi. Voilà, je trouve que c'est cette manière de petit à petit entraîner notre société dans des espèces de guerres intestines sur la base de la religion, de la couleur de peau ou de l'origine, il commence à y en avoir vraiment marre. Commence à y en avoir vraiment marre parce qu'on a besoin de s'occuper des vrais problèmes qui concernent notre pays, et on a besoin pour le faire d'être unis, d'être soudés, d'être solidaires, c'est-à-dire d'être républicains. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. L'actu politique de la semaine, c'est tous les samedis à 9h30. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine.